Bonjour à toutes et à tous, je reprends la suite de la lecture. Sainte Vierge Immaculée entre toutes les Vierges, priez pour nous. Chapitre 72. Saluez votre épouse pour moi. Par pitié, retiens-le autant que tu peux. Je file pendant ce temps. Sa femme, Annedge, me rend fou. Si tu voyais son décolleté. Oh mon Dieu, que de merveilles. Elle en joue si bien, la coquine. Tu vas nous faire pendre. Qu'on me pende par le chibre alors. Je n'en peux plus. Isco soupira. Il ne savait pas dire non à Marcus. Alors ? Tu as de la chance. Nous devons examiner sa commande. Il y a pas mal de travail. Tu es la perle de mon existence. Marcus pivota et bouscula dans le même mouvement un homme petit et trapu qui faisait son entrée dans le vaste atelier. Engoncé dans un costume noir et brillant, la poitrine barrée d'un large ruban de soie turquoise et le cou relevé d'une délicate dentelle, Cornelis Veenhaus comptait parmi les bourgeois les plus en vue d'Amsterdam. Sa richesse accumulée dans le commerce des Indes en faisait un homme respecté, de ceux qui donnaient son lustre inégalé à la nouvelle capitale du commerce mondial. Isco et Marcus profitaient de ses largesses. Barbe pointue et nette, crâne dégarni et lustré, ventre tendu et mollets ronds dans les bas de satin, Veenhaus se promenait dans la vie avec l'assurance tranquille de celui qui ne peut échouer. Où courez-vous ainsi, jeune Marcus Sand ? Gronda Cornelis Veenhaus. Oh, Votre Altesse, je m'en vais planter ma plume au plus profond d'une coquille débordant du jus frétillant des couleurs de la passion. Pourriez-vous parler ma langue au lieu de votre galimatia d'artiste ? S'agaça le marchand. La langue, oui, la langue aussi. Il veut dire, intervint Isco, qu'il s'en va étudier les pigmentations pour une scène qui viendra colorer la toile à la gloire de vos succès maritimes et marchands aux Indes. Bon, mon épouse attache beaucoup d'importance à cette peinture, grogna le Hollandais. Il suffit de voir les nombreuses retouches qu'elle réclame depuis des semaines. Dame Annedge a un goût très sûr. Et je ferai de mon mieux pour vous combler, balbutia Marcus en se courbant excessivement et en adressant une grimace à Isco. Dites-moi, et j'accours, monseigneur. En votre présence, bien sûr. Bien sûr. Cornelis Veenhaus fit un geste de la main. La question ne l'intéressait plus. Marcus disparut. Isco posa devant le marchand une nouvelle esquisse de la mer d'Arabie et de la côte sud-ouest de l'Empire mongol au niveau du Surat. Cornelis Veenhaus était plongé dans ses pensées, observant chaque point. Ces diables de portugais. Il releva brusquement la tête. Quand vous aurez fini, il m'en faudra 20 exemplaires. Isco hocha la tête. Et de la précision, d'Etcheverry. De la précision. Bien sûr. À propos de précision, j'aimerais votre avis. Vous qui naviguez sur ces eaux depuis si longtemps, sur les aléas du cabotage dans cette partie de l'océan Indien, voyez là. Isco savait que la partie à l'est de Batavia était la zone de prédilection de Cornelis Veenhaus. Il était intarissable, ayant bâti une bonne partie de sa fortune sur la collecte et le commerce du clou de girofle et de la noix de muscade. Marcus aurait le temps de présenter ses honneurs à la jeune épouse du marchand. Lorsque Isco eut retenu Cornelis Veenhaus près d'1 heure, il estima avoir rempli son rôle d'ami et le remercia. Veenhaus souleva son chapeau noir à large bord. « Et saluez votre épouse pour moi !» dit le marchand. « Annedge l'attend pour le goûter dimanche. » Isco salua du buste. Lorsque Veenhaus fut parti, Isco sortit du Kaisergracht. Le canal de l'empereur était presque déserté à cette heure du jour. L'atelier Colvert,
qu'il dirigeait depuis la mort de Nicolaes, 5 ans plus tôt, était l'un des plus respectés d'Amsterdam, au moins égal à celui de Nicolas Vischer, et même un peu mieux, selon Isco, car la qualité de leurs textes l'emportait de loin. La dizaine d'employés, illustrateurs, coloristes et graveurs sur cuivre, si difficiles à recruter, travaillaient en silence. « Andries, Gisbert, je rentre !» Les deux hommes le saluèrent sans un mot. L'un, Gisbert, d'un mouvement sec de la tête. L'autre, Andries, d'un clignement d'yeux maladroit. Gisbert était son adjoint depuis le début, comme il l'avait été à l'époque du vieux Colvert. Andries passait une bonne partie de son temps à l'atelier, au point qu'on le prenait souvent pour son autre adjoint, mais travaillait en fait pour le compte de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Il venait régulièrement à l'atelier pour commander des cartes, apporter des suggestions, contrôler le travail de chacun, en tentant avant tout de se faire oublier. Andries, des deux, était celui qu'Isco situait le plus difficilement. Derrière ses grands yeux inquiets et sa démarche hésitante, Andries, moins bon cartographe sans doute, savait en revanche trouver dans les écrits des uns et des autres les détails qui pouvaient faire la différence aux yeux des autres clients de l'atelier. Là où Gisbert appliquait les règles à la lettre, sans fantaisie. Son intransigeance, son physique même, lui rappelait le pasteur Pontanus. Isco devait faire des efforts pour ne pas lui en tenir rigueur. L'un était un roc qui appliquait les ordres sans sourciller, excellent homme de chiffres, sans égal pour reproduire à l'identique un tracé. L'autre, Andries, semblait plus incertain, moins fiable, plus sur la défensive, paraissant toujours sur le point de s'excuser, de s'effacer. Mais les deux hommes, en définitive, se complétaient bien. Isco remonta le canal, prit à droite, rejoignit le canal suivant, le suivit sur 150 pas jusqu'à la maison. Il resta un moment sur les marches. La puanteur ne poussait pas à s'éterniser, mais l'idée de retrouver son épouse le retenait dehors. Il poussa enfin la porte. Une femme d'allure stricte traversait le vestibule, à la poursuite d'un enfant qui riait à gorge déployée. Isco sourit. La femme s'arrêta. « Nicolaes, venez saluer votre père avant de retourner manger votre bouillie. » Isco s'avança et se pencha sur Meitschken, qui l'embrassa sur le front. Son épouse fit une révérence et partit à la poursuite de leur fils aîné, qui devait se cacher dans la bibliothèque. « Laissez, je vais le trouver. » Meitschken hocha la tête. Enceinte de leur troisième enfant, elle avait du mal à courir ainsi. « Je vous rejoins dès que j'ai trouvé ce sacripant. » Isco tourna un moment dans la pièce, restant à distance des rires étouffés de son fils caché derrière un épais rideau de velours marron. Comme d'habitude, après s'être avancé à pas de loup, il se précipita sur lui et le chatouilla à lui faire perdre haleine. Lorsque le petit Nicolaes eut repris son souffle, il regarda son père avec sérieux. « Avons-nous reçu des nouvelles du Princess Amelia ?» Isco s'amusa de la mine concernée de son garçon, digne petit-fils de Colvert le Vieux. « Nous en attendons sous peu, mais le bon Tico est rentré ce matin, ce qui devrait te réjouir. » L'enfant, âgé de 8 ans, prit un air qu'il tenta de rendre le plus grave possible. Il lui succéderait un jour, reprenant le flambeau de l'entreprise familiale. « N'est-ce pas ce navire qui faisait escale à Saint-Jean-de-Luz ?» Isco sourit largement. Un digne successeur, familier des noms des navires de la Compagnie des Indes orientales ou des étapes, à force d'avoir parcouru les cartes et atlas. Nicolaes avait appris la lecture à leur contact, et tout son monde tournait autour de ces représentations sur papier. Parfaitement. Tu aurais aimé assister à son arrivée, précédé, longtemps avant qu'il ne vienne jeter l'ancre devant le quai de la Compagnie, par des odeurs de cannelle de Ceylan, de sa cargaison arrachée à la barbe des Portugais. Le petit Nicolaes applaudit, les yeux remplis d'envie et de joie. Il reprit son air sérieux. Pensez-vous que vos parents, s'ils avaient été encore en vie,
Auraient eux aussi senti à l'odeur de cannelle l'arrivée du Bantico longtemps avant qu'il ne mouille en baie de Saint-Jean-de-Luz? Sûrement. Leur sang coule en toi. Et tu as le nez de ta grand-mère, Alaya. Nicolaes parut satisfait de la réponse. Il vous manque? Isco sourit à l'enfant. Parfois. Même si je n'ai guère le temps d'y penser. Vous me montrerez votre harpon? Tu l'as vu il y a 2 jours. Il a failli t'écraser. Je veux le porter encore. Je suis devenu fort depuis 2 jours. Je peux le soulever maintenant. Et même embrocher 3 Portugais d'un coup. J'en suis sûre. Isco regarda son fils avec un air sérieux, semblant le jauger, tâtant son bras droit. Je crois qu'il te manque une bonne portion de bouillie. Cours rejoindre ta mère, nous en reparlerons plus tard. L'enfant partit en courant, criant sa joie. Isco se leva et s'approcha de la fenêtre donnant sur le canal. Il se tenait au rideau derrière lequel Nicolaes s'était caché. Des livreurs tiraient leurs carrioles sur les pavés, dans un vacarme parfois couvert par les cris de marchands. Il avait su, par frère Elizondo, que Pasquale et Alaya étaient morts en paix, à peu de temps l'un de l'autre. Alaya était décédée la première. On l'avait retrouvée sans vie, un matin, dans son lit. 2 semaines à peine s'étaient écoulées depuis le retour définitif de Pasquale, qui avait annoncé qu'il ne remettrait plus les pieds sur un navire. Alaya s'était laissée partir. Pasquale, après sa vie d'aventure et de fortune sur les mers glacées et cruelles du Nord, avait rencontré la mort sereinement, dans la tour de guet qui dominait la demeure familiale. Avec sans doute, de l'avis de ceux qui l'avaient croisé, avec sans doute, de l'avis de ceux qui l'avaient trouvé, un dernier regard pour l'un de ses galions. Isco pensa qu'il guettait le retour d'Alaya. Son père n'avait pas dû avoir la force d'attendre. Il l'avait rejointe au plus tôt. Isco en était persuadé. C'est l'histoire qu'il racontait à Nicolaes. Et à voir la réaction de son fils, il savait que cette explication était la bonne. Tous deux avaient reçu des obsèques chrétiennes, et toute la ville avait défilé. Et ton nom, Isco, était sur bien des lèvres, avait assuré frère Jean Elizondo. Et puis Jean Elizondo lui-même avait rejoint ce monde de l'au-delà, pour lequel il avait prié toute sa vie. Cette nouvelle n'avait pas attristé Isco. Il savait le prêtre désormais à sa place. Le hasard avait voulu que leur dernière rencontre soit celle d'une double confession. Frère Jean avait dû partir serein, soulagé en tout cas d'avoir ouvert son âme meurtrie à Isco. Isco ne racontait pas à son fils ce que frère Jean Elizondo lui avait confessé. Dans les moments où il ébouriffait la chevelure blonde et bouclée de son garçon, il priait silencieusement pour que l'emprise des Pierre de l'Ancre, des Jacques de Mons et de leurs affidés ne se reporte pas aussi sur sa progéniture. Quand il pensait à ses parents, espérant qu'ils aient enfin trouvé la paix, il lui arrivait d'imaginer l'enfant qu'il avait laissé en Laponie, tout en ignorant s'il vivait. L'enfant aurait un peu plus de 15 ans. Il avait du mal à se sentir lié à cette existence. Cet enfant-ci était celui de Davet, pas le sien. La naissance de Nicolaes, puis de sa sœur Ineke, quelques années plus tard, lui avait permis de se détacher de cette pensée. Celui de Laponie appartenait au clan, à un monde où les codes transformaient garçons ou filles en monnaie d'échange. Il regardait Nicolaes. Comme son fils était loin de tout cela. Un vaillant colverte. Était-il aussi d'Etcheverry? Comment son enfant lapon aurait-il grandi aux côtés de Nicolaes? Pensée saugrenue. Mais ce type de réflexion stérile le ramenait toujours à ces terres du Nord. Depuis presque 10 ans qu'il était à Amsterdam, il n'avait pas eu l'occasion de retourner en Laponie, ni même à Stockholm. Ambrosius, avec qui il travaillait à distance, fidèle à son engagement, ne le tenait guère informé des développements dans ces terres lointaines qui lui faisaient horreur. Ambrosius avait bien assez à s'occuper avec les nouvelles frontières du royaume de Suède et les projets des Indes, qu'ils soient hollandais, suédois, français, anglais, portugais ou espagnols. Ah, je n'en peux plus!
Marcus Sand venait de le rejoindre dans la bibliothèque. Il était entré discrètement, sachant que l'austère Maeschken n'appréciait guère la moralité du Suédois. Isco se tourna vers son ami. « Au moins tu as survécu !» Marcus s'affala dans un fauteuil. Isco laissa son ami reprendre ses esprits, mais il était soucieux. À moins que ce ne soit de la nostalgie. La dernière fois que tu t'es rendu à Stockholm, quand ta chère Maeschken t'a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte, as-tu des nouvelles de Laurentius Gothus? Notre pasteur lubrique? Non, rien. Disparu. Mais je ne suis pas allée à Uppsala. Et j'ai évité Pontanus, comme tu me l'avais recommandé. Soit il est de retour en Laponie, soit le diable l'a emporté. Mais pourquoi t'intéresses-tu à lui maintenant? Rien. Je pensais à cet enfant que tu ne connais pas. Et tu te demandes si Laurentius Gothus, sale type comme il est, n'a pas ruiné ta réputation? Ambrosius n'a rien indiqué de tel. Je sais. Et il ne t'a rien dit non plus de Lena et Anna. Je sais. Maeschken ne te suffit plus? Toutes ces lettres. Tu sais avec qui Lena est mariée? Le plus fanatique des pasteurs luthériens, doté d'un pouvoir tel que les pasteurs n'en ont jamais possédé dans ce pays. Ta Lena ne peut pas bouger le petit doigt. Et depuis que Christina a quitté la Suède et abdiqué pour devenir catholique, c'est pareil pour sa sœur Anna. De ce côté-là de la Baltique, tu ne vivrais que tristesse et désillusion. Marcus avait sans doute raison. Reverrait-il jamais Christina, sa petite princesse, sa lutteuse farouche, trop éprise de liberté et de découverte pour ce pays étriqué? Avec son départ, la Suède risquait de sombrer dans une austérité plus implacable encore. Merci pour votre écoute.